Florent est doctorant en sociologie au laboratoire Triangle de l'Université de Lyon 2 et il mène actuellement une thèse sur la régulation des personnes consommatrices de drogue par les institutions médico-sociales dites bas seuil. Son intervention portera sur la manière dont la mixité des genres produit de la non-mixité en s'appuyant sur l'exemple des lieux d'hospitalité dans l'intervention sociale auprès des usagers et usagères de substances psychoactives. Et sur ce, Florent, je te laisse la parole. Alors moi, ma communication, elle a pour point de départ une recherche sociologique sur l'action publique à bas seuil auprès des usagers de drogue et j'ai conduit pour ça donc dans le cadre d'une thèse de sociologie, j'ai conduit pour ça une enquête par le bas au sein de centres d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Donc je vais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont familières de ce que sont ces institutions, donc je ne vais pas passer de temps à les définir pour avancer vers les résultats de l'enquête. Et simplement avoir à l'esprit avant de démarrer que moi je m'intéresse en particulier ici dans cette communication à ce qu'on appelle l'hospitalité en mixité, qui est un des principes phares sur lesquels reposent ces institutions, qui consiste, donc pour bien poser le cadre, à offrir un espace d'accueil où des usagers peuvent venir, notamment précaires, puisque ce sont les publics majoritaires auxquels s'adressent ces dispositifs. Et donc, ils s'adressent à des usagers qui peuvent venir simplement pour la raison principale qu'ils sont des usagers de drogue, pour pouvoir trouver un moment de sociabilité, donc notamment avec des installations en termes de mobilier comme des tables, des chaises, des canapés. Ils peuvent aussi avoir accès à une connexion Internet, peuvent avoir accès à des sanisettes, peuvent avoir accès à du matériel de consommation stérile, peuvent avoir accès aussi à une buanderie avec une machine à laver pour laver leur linge. Donc, un espace que je dis d'hospitalité parce que ça accueille vraiment des personnes qui sont dans des besoins de première nécessité. Mais cet espace d'hospitalité, il ne faut pas le considérer simplement comme une réponse à des besoins. Il faut aussi, pour comprendre les enjeux qu'il recoupe, le considérer également comme un moyen d'accrocher des populations avec les travailleurs sociaux, les infirmiers, les médecins parfois qui travaillent aussi dans ces espaces ou qui y passent de temps à autre. Et moyen, donc espace qui permet d'accrocher ces populations qui généralement sont catégorisées comme difficiles parce qu'elles sont éloignées des standards institutionnels, notamment en raison de la stigmatisation qu'elles subissent pour leurs pratiques d'injection, d'inhalation de crack ou de sniff de drogue. Et donc, en menant une enquête ethnographique dans deux CARUD, un dans une petite ville hors Île-de-France que j'appellerai ici Manjol et un situé à Paris, en plus d'entretiens avec une quarantaine de professionnels et une quarantaine d'usagers de drogue, j'en étais arrivé à noter un constat en recoupant cet ensemble de matériaux que les femmes, considérées ici comme groupe social, cisgenres comme transgenres, ont une présence généralement plus distante et marquée par des épisodes de non-recours ponctuels. C'est aussi un constat que fait un récent rapport de la Fédération Addiction qui était paru en 2018. Et pour bien s'entendre sur ce dont on parle ici, quand je parle de relations plus distantes et de non-recours ponctuels, je ne fais pas référence ici au différentiel au déséquilibre des sexes dans les files actives des CARUD, qui est depuis longtemps, et je pense que vous connaissez ce chiffre, du fameux 80% d'hommes et 20% de femmes, qui est un constat qu'on fait déjà maintenant depuis 15 ans dans les rapports de l'OFDT. Mais moi, je ne parle pas de ça. Je parle des femmes qui sont déjà dans les files actives du CARUD et qui sont à l'entre-deux entre un recours qui va être d'essayer d'accéder à l'ensemble de l'offre de service et un non-recours qui est de ne pas y accéder. C'est un entre-deux, une espèce de pardon qui est un peu difficile à définir et qui reste souvent non étudié dans les études en sociologie du non-recours aux politiques sociales, dont Philippe Varin, que j'ai mis ici entre parenthèses en référence, est un des grands spécialistes en France. Alors, ma question, du coup, en constatant ce recours contraint, cet accès un peu perturbé, je me suis demandé comment on peut expliquer cette inégale appropriation de cet espace d'hospitalité, alors même qu'il n'existe pas de critères qui permettent de sélectionner le public présent, à part, bien entendu, le fait qu'il soit usager de drogue. Alors, pour ce faire, il m'a semblé qu'une analyse au prisme des rapports de genre était nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, dans ce contexte, prendre en compte la manière dont la domination masculine a une incidence sur l'accès et la façon dont, en retour, les femmes vont s'ajuster à ce rapport. Alors, pour ça, je vais aborder deux grands axes dans ma communication.
Le premier essaiera de montrer en quoi un fonctionnement en mixité de genre, qui est la marche normale dans les Carudes. Alors, je sais que, bien entendu, il existe des espaces en non-mixité. Bien entendu, il existe ce qu'on appelle les temps femmes au sein des Carudes, mais là, ce n'est pas mon objet. J'y reviendrai un peu plus tard dans la conclusion, mais ce n'est pas ce sur quoi je me sens. Là, c'est la marche normale qu'on retrouve dans à peu près tous les Carudes, l'hospitalité en mixité de genre. Donc, dans un premier axe, j'essaierai de prendre en compte cette dimension pour montrer comment elle reproduit une forme d'occupation principalement masculine. C'est une tendance majoritaire, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes. Je dis bien que c'est principalement, ce n'est pas exclusivement. Et deuxièmement, dans ma communication, j'essaierai de montrer en quoi le fait que ces interventions qui se déroulent en Carude sont fortement localisées dans les quartiers, auprès des usagers de drogue, que ça entraîne une forme de limite à l'accès de certains groupes sociaux comme les femmes, même si ce n'est pas le seul groupe social qui peut être concerné, mais ça, c'est une autre question. Alors, premièrement, donc, une occupation principalement masculine, comment la comprendre? Alors, moi, d'abord, quelques constats. D'abord, je pense que le caractère mixte de l'hospitalité, ça tend à reproduire une forme d'occupation du groupe de sexe numériquement supérieur. Pourquoi? Alors, une raison fondamentale, d'abord, c'est que, bon, on connaît, je ne vais pas revenir sur ces questions de socialisation différenciée entre hommes et femmes parce que c'est bien connu en sociologie, mais grosso modo, effectivement, la socialisation a des rôles différenciés. Ça entraîne que, au sein des espaces en mixité de genre des Carudes, il va y avoir une reproduction de l'entre-soi masculin des marges urbaines. Ce que j'entends par là, c'est qu'en gros, les hommes sont davantage socialisés à fréquenter les espaces de trafic, les espaces de consommation, sont davantage socialisés à s'orienter dans leurs pratiques de consommation vers des pratiques comme l'injection ou l'annulation de crack, où ils sont beaucoup plus nombreux à pratiquer ça. Et du coup, ça entraîne mécaniquement l'effet que le Carude, en tant qu'espace d'hospitalité, constitue un espace de prolongement des sociabilités qu'on peut retrouver dans les marges urbaines et aussi dans les squats ou aussi même dans des espaces plus privés. Et bien entendu, il ne s'agit pas de critiquer cette dimension, mais simplement de constater que ça a un effet sur l'appropriation que les hommes font de l'espace d'hospitalité. Je suis déjà à 7 minutes, j'avance vite. Une des deuxièmes raisons qui tendent à ce qu'il y ait une occupation qui est principalement masculine, c'est ce qu'on peut appeler, ce que certains sociologues appellent les formes de harcèlement sexiste. C'est un concept que je préfère à celui de harcèlement sexuel parce que ça permet de prendre pas seulement en compte la dimension purement sexuelle, mais aussi le fait qu'il peut y avoir des regards insistants, mais aussi des conversations qui sont non sollicitées par les hommes au sein de l'espace d'accueil. Ça peut être aussi des propos qui constituent des rappels à l'ordre du genre. Donc, je donne deux exemples. Un homme constatant qu'une femme manifeste des émotions importantes suite à une mauvaise nouvelle qu'elle a vécue va lui rappeler qu'elle n'a pas exposé ses émotions au sein de l'espace d'accueil du Carude et que c'était un espace avant tout réservé aux hommes. Donc, il y a tellement l'habitude de voir des hommes au sein du Carude que certains hommes, en fait, expliquent aux femmes qu'ils croient être dans un espace qui est en non-mixité masculine. Donc ça, bien entendu, ça génère, ça génère une réaction des professionnels, mais c'est quand même pour dire que ça peut exister. Alors, on peut aussi assister à des hommes qui vont venir expliquer à certaines femmes que consommer, c'est antithétique avec le fait qu'elles peuvent avoir un projet de maternité. Et leur faut comprendre que prendre du matériel au Carude, ce n'est pas forcément une bonne chose pour elles. Ça peut être aussi ce que j'ai pu constater, à savoir des filatures, c'est-à-dire des hommes qui vont suivre des femmes qui les intéressent tout au long de leur passage au sein de leur Carude, pour simplement contrôler et regarder ce qu'elles font. Ça peut être bien entendu de la sexualisation de leur corps et plus rarement, là je l'ai constaté une fois, une agression sexuelle qui a donné lieu du coup à un conflit très fort entre deux usagers suite à ça. Donc voilà, en fait, je pense que ce climat qui, bien entendu, échappe de temps en temps à la vigilance des professionnels, parce que bien entendu, ce n'est pas comme sur l'espace public, il y a évidemment un contrôle de la part des professionnels qui limite ce genre d'épisode, mais il existe quand même. Moi, j'ai pu le constater dans les deux carrés où j'étais. Et donc, à mon sens, ça a une double conséquence, enfin, surtout une conséquence particulière qui génère deux formes d'attitude des femmes par rapport à l'offre de services dans l'hospitalité. En l'occurrence, ça génère de manière générale une mise à distance de l'offre de service
Et ça passe d'abord par ce que je pourrais appeler un usage périphérique de l'espace d'accueil. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les femmes viennent tout à bien entendu dans les CARUD, mais qu'elles ne l'utilisent pas de la même façon que les hommes pour ce qui est des services proposés en hospitalité. Par exemple, au lieu d'être au centre de l'espace d'accueil, je constate davantage qu'elles vont être dans les contours du lieu réservé à l'hospitalité. Euh, tout se passant comme si elles essayaient de moins se rendre disponibles à l'échange avec le reste du public masculin. Je constate souvent que, par exemple, les femmes attendent de laver leur linge, mais restent dans la buanderie, mais ne se mêlent pas forcément au reste du public. Elles ont un peu plus tendance que les hommes à discuter au comptoir avec les professionnels, davantage tendance à venir pour utiliser les services comme la salle de bain ou les ordinateurs. Et finalement, on a un peu le sentiment qu'elles cherchent à produire un compromis entre, d'un côté, l'usage dont elles ont besoin au sein du CARUD et de l'autre, des services, notamment d'usage du mobilier à disposition, qui va être plus limité. Deuxièmement, les formes de mise à distance que peuvent opérer les femmes, elles passent par un conditionnement de l'accès par le compagnon pour les femmes en couple hétérosexuel, qui, pour rappel, sont beaucoup plus nombreuses à être en couple dans les CARUD, quasiment 2 fois plus que les hommes, qui est propre, en fait, ce qui n'est pas du tout un phénomène lié à l'usage de drogue ni au CARUD, mais qui est propre aux classes populaires, dont sont issues une grande partie du public. Alors, le conditionnement de l'accès par le compagnon, en fait, ça signifie une chose notamment, que accompagner son compagnon, c'est une raison en soi pour fréquenter un lieu qui parfois n'est pas forcément attractif à leurs yeux, ou en même temps une forme de protection réelle ou imaginaire contre les différentes formes de harcèlement sexiste. C'est-à-dire qu'on associe le masculin au rôle protecteur qui ferait empêcher en quelque sorte les hommes d'avoir des attitudes de ce type. Ça ne marche pas nécessairement, je préfère préciser. Tout est question aussi de division sexuelle des rôles. Mais là, en l'occurrence, j'ai eu un certain nombre de témoignages de femmes qui me disaient qu'elles se sentaient toujours mieux dans le CARUD quand elles étaient en présence de leur compagnon, ce qui ne signifie pas que ce soit le cas de tout. C'est une tendance majoritaire que j'ai pu avoir dans les entretiens. Parallèlement à ça, il y a l'accompagnement avec le compagnon au sein du CARUD. Ça s'inscrit dans le prolongement de phénomènes qui dépassent en fait l'intérieur de l'institution et qui sont liés au climat ambiant des scènes ouvertes de drogue. Je pense notamment au CARUD parisien qui était proche d'une zone assez célèbre de revente de crack. Et il y avait certaines femmes qui, en allant chercher leurs produits, y allaient avec leurs compagnons et ensuite venaient dans le CARUD avec leurs compagnons parce que ça s'inscrivait dans le prolongement d'une recherche de protection au sein des scènes ouvertes de drogue qui sont perçues par les femmes comme plus dangereuses, notamment en raison des risques d'agression sexuelle qu'elles peuvent subir. Mais là-dessus, je renvoie d'ailleurs à l'article de Sarah Perrin qui a écrit un super papier là-dessus. Et aussi, ça renvoie à une manière d'éviter pour ces femmes en présence d'hommes, de se faire, comme elles disent, dépouiller ou de se faire voler ou de se faire beaucoup trop solliciter pour de l'argent, de la drogue, etc. Voilà, donc voilà, à mon sens, il y a un peu les processus qui peuvent expliquer pourquoi on a une occupation qui est principalement masculine, en sachant bien entendu que, oui, je le redis, les femmes sont présentes néanmoins au sein des CARUD, mais avec cet usage un peu plus limité. Deuxième explication, pour comprendre comment, deuxième acte explicatif pour comprendre comment on peut saisir la moindre présence des femmes qui sont néanmoins dans les files actives du CARUD, c'est ce que j'ai appelé l'évitement féminin ponctuel ou durable de l'établissement. Donc, toujours, je précise, des femmes qui sont déjà venues dans l'établissement. Alors, pour comprendre quels sont les processus qui répondent à cet évitement ponctuel, il faut poser quelques éléments contextuels fondamentaux. D'abord, premièrement, l'intervention médico-sociale des usagers de drogue auprès des usagers de drogue précarisés, elle s'est en général fait dans une optique de proximité spatiale avec les espaces qui sont marqués par le trafic et la marginalité. Donc, ce n'est pas propre à l'intervention sociale auprès des usagers de drogue, c'est propre de manière générale à l'intervention sociale auprès des personnes les plus démunies. C'est ce qu'on a appelé la territorialisation des problèmes sociaux. On va là dans les territoires où on considère qu'un certain nombre de pratiques constituent des problèmes sociaux. Deuxièmement, cette intervention sociale de proximité, elle est aussi justifiée du fait que le travail social fonde son action sur le postulat qu'il faut se rapprocher du monde familier, du monde intime des destinataires pour être mieux en mesure de développer leur capacité à réguler leur conduite et à trouver une aide correspondante à leurs besoins. Et donc, tous ces éléments un peu structurels
qui forge en fait le fonctionnement de l'intervention auprès des usagers de drogue, bah, ça fait que ça induit une forte interconnaissance entre les usagers dans le territoire où s'ancrent et où agissent les structures. Et par conséquent, ça a un effet sur l'espace d'hospitalité dans les CARUD, où il y a aussi une forte interconnaissance entre les usagers. C'est quelque chose dont parlent énormément les professionnels. Et donc, ce qui signifie derrière que quand on parle de bas seuil, en fait, il faut relativiser. L'accès, il reste quand même conditionné par le fait qu'il faut, pour être dans l'espace d'hospitalité d'un CARUD, tolérer une coprésence avec d'autres usagers, qui peut être tout à fait toléré, mais qui, dans certains cas, peuvent poser problème. Et en particulier, l'accès à l'établissement, il est rendu sensible par l'état des relations entre les usagers et notamment entre hommes et femmes, que ce soit dans la sphère privée et que dans la sphère publique. J'ai fait, non, que dans l'espace public, pardon. Je ne voulais pas dire sphère publique. Espace public, c'est pas pareil. Alors, conséquence de cette alors, quelles sont du coup les incidences que peuvent avoir ce qui peut se dérouler entre les hommes et les femmes en dehors du CARUD, dans la sphère privée et dans la sphère publique? Pour ce qui est de la sphère privée, alors, du coup, bon, je vais parler d'un phénomène que tout le monde connaît ici, mais c'est difficile de ne pas en parler. C'est bien entendu les violences psychologiques, sexuelles, verbales, expression, hein, des formes de contrôle masculin sur le corps des femmes, déjà largement déjà largement analysées et présentées dans la littérature en sociologie du genre. Ce sont des constats qui corroborent avec les enquêtes de l'OFDT, qui montrent que près de 31% des femmes usagères de drogue abordent le sujet emprise ou violence conjugale ou familiale lors d'accueil en addictologie féminin, que ce soit au sein des XAPA, des CARUD ou des consultations hospitalières spécialisées dans les addictions. Durant l'enquête, j'ai aussi eu des témoignages d'usagères qui m'expliquaient qu'elles avaient subi ce type de violence et m'expliquant aussi d'ailleurs que ça faisait qu'elles préféraient éviter d'aller au CARUD à certains moments pour éviter justement les personnes qui avaient pu faire des agressions à leur égard, violences sexuelles, harcèlement moral, etc., etc. Donc, par exemple, j'ai vu le cas d'une usagère qui avait pris mon numéro pour que je la prévienne quand elle pouvait venir au CARUD, de façon à éviter un de ses amis qui est l'hébergeait, qui essayait en fait qui a commis en fait des violences de genre sur elle, et sur son compagnon à elle, et sur ses animaux de compagnie. Et donc, elle ne se sentait pas de pouvoir le recroiser au CARUD, le CARUD apparaissant pour elle comme un espace où justement elle pouvait respirer par rapport à cet espace domestique qui était empli de violence pour elle. Donc ça signifie qu'en fait, l'évitement ponctuel des femmes de l'espace d'hospitalité, il peut se comprendre comme une manière de prolonger des tactiques d'ajustement des femmes au sein de l'espace public que montre bien Marianne Wiber, hein, Lieber, qui est une sociologue qui a travaillé sur ces questions-là et qui nous dit que les femmes sur l'espace public établissent des diagnostics qui leur permettent de savoir à quel moment il faut autocontraindre leur accès à tel ou tel lieu pour préserver, paradoxalement, leur autonomie. Alors, je suis à 18 minutes, j'ai presque fini. C'est mon avant-dernière slide. Donc, une deuxième chose qui participe à expliquer l'évitement des femmes ponctuelles ou durables à l'établissement, c'est les relations hommes-femmes au sein des espaces publics. Alors, c'est quelque chose dont on parle en général moins, mais comme nous avons affaire à un public qui est précaire, voire sous-prolétaire, pour reprendre une expression de Bourdieu, elles sont davantage exposées aux violences de genre, et notamment aux violences masculines, que le reste de la population, du fait qu'elles fréquentent davantage l'espace public, notamment quand elles sont prostituées ou quand elles dorment dans des squats ou dehors. Et quand en fait il se déroule une agression dans l'espace public et qu'il y a ce rapport de proximité avec la structure, il apparaît que certaines femmes ont subi une violence à côté du CARUD, mais que cette violence-là les amène à quand même éviter la structure pendant un certain temps. Hein, c'est-à-dire, là, il y a un infirmier que j'ai interrogé qui le dit, dans un lieu d'accueil comme le nôtre, la victime peut avoir peur de croiser l'agresseur qui, elle le sait, fréquente aussi la structure car les deux espaces sont dans le même bâtiment. C'est également ici la difficulté pour la victime de retourner sur les lieux de l'agression, celle-ci ayant eu lieu à quelques centaines de mètres de notre structure. Il y a aussi le cas ponctuel de femmes qui sont, alors c'est un cas rare, hein, mais je l'ai constaté dans le CARUD parisien, de femmes qui sont exclues
par les éducateurs de la structure. Parce qu'en fait, c'est des femmes qui vont être considérées comme trop vulnérables psychiquement pour faire face aux agressions qu'elles pourraient subir ou pensées et catégorisées comme trop à risque de subir une agression. Et dans ce cas-là, les éducateurs peuvent s'arranger pour l'éloigner géographiquement du CARUD et éviter qu'elle ne subisse des violences. Alors un choix évidemment difficile à faire et en partie en contradiction avec leur mode d'intervention, mais j'ai pu quand même le constater à certains moments. Et ce que ça sous-entend, ce que ça signifie là-dedans, c'est que dans un cas comme dans l'autre, le rapport de proximité spatiale, qui est au cœur de l'intervention des CARUD, en fait, il tend involontairement, bien entendu, à reporter sur les femmes la responsabilité de la gestion des violences qu'elles peuvent subir au moment où elles vont recourir au CARUD. Voilà, j'ai terminé, j'en arrive à ma conclusion, j'ai un petit poil de retard, mais je sais, alors j'ai bien conscience que je viens de brosser un tableau qui est très noir, mais le but, c'était de m'intéresser précisément à l'hospitalité en mixité de genre. Je n'ai pas, comme je vous le disais, pris en compte les espaces en non-mixité qu'on retrouve dans à peu près aujourd'hui tous les CARUD et qui permettent de corriger en partie ces inégalités d'accès. Même s'il faut reconnaître que dans un certain nombre de CARUD, ce n'est pas le cas de tous, mais dans ceux que j'ai pu observer, j'en ai deux à l'esprit, les femmes ne venaient pas forcément au moment des temps en non-mixité qui leur étaient réservés, parce que ça leur demande, contrairement aux hommes, de prévoir sur un temps précis les moments où elles ne seront plus en compagnie des hommes, alors que les hommes, de leur côté, s'ils viennent au CARUD, sont en général plus souvent entre hommes et n'ont pas forcément besoin d'avoir la même contrainte horaire qu'un temps réservé uniquement aux femmes. Mais dans tous les cas, bien sûr, ces espaces sont essentiels, ce n'est pas la question ici, et il faut pouvoir continuer à les préserver parce qu'ils permettent de rencontrer des femmes qui ne viennent pas forcément toujours au CARUD en marche normale. Néanmoins, je serais tenté de faire une hypothèse, j'ai presque fini, il me reste 2 phrases. Hein. Je serais tenté de faire une hypothèse positive parce que aujourd'hui, il se crée notamment à Paris un des premiers CARUD en non-mixité qui est complètement éloigné de l'influence du giron des hommes et qui devrait, alors ça demanderait de faire des analyses, permettre certainement un accueil dans les meilleures conditions possibles en termes d'accessibilité pour les femmes. En attendant, je pense que une des conclusions qu'on peut faire de ma présentation pour le moment, c'est qu'il y a les politiques à bas seuil pour usagers de drogue doivent gérer ce compromis entre fournir un accès inconditionnel à tous les usagers et devoir en même temps, pour pouvoir maintenir cet accès inconditionnel, quand même opérer involontairement des formes de sélection dans l'accès à certains groupes sociaux comme les femmes. Et ce serait une réflexion à élargir à d'autres rapports sociaux, une grosse faute d'orthographe, désolé, notamment sur la question de l'âge et de la classe sociale. Mais là, j'ai un peu trop dépassé le temps, donc je m'arrête ici. On pourra y revenir dans la discussion si vous voulez. Voilà, j'espère que j'ai été clair. J'ai peut-être parlé un peu vite, mais voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Ben là aussi, beaucoup de choses, sans doute. On a déjà plusieurs questions. Donc alors, je fais juste une petite insiste pour dire qu'on sera vraiment, vraiment obligé de couper à l'heure où c'est prévu, hein, parce qu'effectivement, certains d'entre nous ont d'autres rendez-vous à 16h30. Donc, on arrêtera à 29 si ça ne vous fait rien. Alors, d'ici là, on a quand même du temps pour les questions. Alors, il y avait plusieurs questions. Est-ce que Jessica, parce que j'ai du mal à lire, du coup, vous faites penser que les stratégies de protection décrites sont similaires à celles adoptées des femmes dans l'espace public? Alors, je dirais rien que les harcèlements sexuels, c'est une composante. Merci pour votre travail. Alors, vous êtes beaucoup remerciés. C'est gentil, oui, je vois dans le chat. Merci à vous. C'est un peu la question qu'on peut vous poser, c'est-à-dire c'est en quoi c'est un lieu complètement extraordinaire d'une certaine manière par rapport au reste des espaces sociaux. Est-ce qu'il grossit? Est-ce qu'il est à part? Est-ce qu'il est, au fond, il est assez similaire dans son fonctionnement? Peut-être qu'on peut commencer tout simplement par cette question. Alors, si la comparaison est par rapport à l'espace public, je pense qu'il faut nuancer les effets de la domination masculine au sein des CARUD parce que, comme je disais pendant ma présentation, ça reste un espace sous surveillance et à la vigilance des travailleurs et des travailleuses sociales et des infirmiers, des infirmières et des médecins quand les CARUD ont la chance d'avoir un médecin.
Donc, je pense que c'est à nuancer, mais que étrangement, on retrouve quand même des processus similaires parce qu'il se passe toujours des moments dans des interstices très subtils de temps où on peut pas, enfin, les éducateurs, éducatrices, infirmières, avec tous les professionnels de Carut, vous le savez, ne peuvent pas être en permanence en train de surveiller ce qui se passe dans l'espace d'hospitalité et l'espace collectif, hein, comme on l'appelle au sein de ces institutions, notamment parce qu'ils sont pris. Alors bon, c'est mon interprétation, mais souvent les professionnels sont pris entre gestion des conversations informelles et de l'individuel avec certains usagers et la gestion en même temps de ce qui se passe dans l'espace collectif. Et ils ne peuvent pas toujours être en permanence attentifs. Mais du coup, c'est ce qui va quand même différencier de l'espace public où la protection est quand même nettement moins importante pour le public. Je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, non, c'est pas. C'est quelque chose qui, à mon sens, va plus prolonger un certain nombre d'effets qu'on peut constater de façon quasi permanente et régulière dans les espaces publics, mais sous une forme atténuée. Moi, en tout cas, c'est l'interprétation que j'en ai. D'accord. Je passe la parole à Jean-Michel Delisle qui lève la main. Alors, d'abord, il y avait, pardon Emmanuel, juste une question d'Estelle Philippe. Et puis après, on pourra donner la parole, en effet, à CEID Addiction et à Laurent Guessade, qui ont tous les deux levé la main. Mais du coup, d'abord, la question d'Estelle Philippe qui te demande, Florence, si tu as remarqué des différences entre milieu rural et milieu urbain. Oui. Oui. Alors, en fait, pour être tout à fait exact, il faudrait parler de différence entre quartiers. Parce que en fait, une des difficultés à faire une étude comparative entre le rural et l'urbain, c'est que si vous faites comme moi, vous prenez la ville de Paris, il va y avoir des carottes qui vont être situées donc, dans des quartiers extrêmement précaires en périphérie des villes avec des grosses zones de consommation et des carottes qui vont être situées proches de quartiers populaires où il y a du trafic, mais où il y a beaucoup moins de présence d'usagers sur l'espace public et une précarité un peu moins forte. Et ça, du coup, entraîne des territoires qui sont finalement assez différents. Et là, en l'occurrence, un des carrés où j'étais à Paris, il y avait des témoignages journaliers de femmes qui subissaient des violences masculines de la part d'hommes au sein de l'espace de consommation de grande envergure qui était à côté, qui est aujourd'hui fermé, a été complètement démantelé. Mais du fait de ce climat très particulier, de cette zone ouverte de drogue où il y avait énormément de tensions à la fois entre usagers et usagères et énormément de violences masculines liées à plein de raisons qui tiennent notamment à la précarité, mais pas que, ça faisait qu'il y avait une surreprésentation des témoignages de violences au sein de la structure qui était, comme je vous le disais, journalier. Et pendant l'enquête de terrain que j'ai menée, donc moi c'était en 2017, il y avait 80, à l'année ils avaient reçu 90 témoignages de violences commises d'hommes sur les femmes. Et c'était quelque chose qu'on voyait à bien plus petite échelle au sein du carré de la petite ville où j'ai enquêté, qui était lié à des processus similaires, mais quand même beaucoup plus réduits, qui faisaient que il n'y avait pas forcément alors même si elles étaient accompagnées, hein, les femmes qui pouvaient être par exemple victimes de violences masculines étaient accompagnées, c'était pas un enjeu quotidien, si vous voulez. C'est ça qui faisait la différence. Donc, en fait, si je pouvais, pour répondre à votre question, Estelle, je dirais qu'en termes de charge mentale, je serais tenté de dire, en termes de charge mentale dans le cadre de la profession et de charge émotionnelle et de gestion du travail émotionnel, puisque c'était le thème de la communication précédente, je trouvais que les éducateurs et surtout les éducatrices qui écoutaient ces femmes témoigner des violences qu'elles subissaient, elles étaient beaucoup plus, en tant qu'éducatrices, exposées à devoir recevoir ces témoignages, à traiter parfois les plaintes auprès de la police qui s'en suivait, que dans le carré de la petite ville où j'ai enquêté, même si ces phénomènes se retrouvaient aussi. Voilà, j'espère que ça peut répondre à votre question. Tout à fait. Merci Florent. On va prendre la question de Jean-Michel, puis celle de Laurent Guessade. C'est d'abord des remerciements. Merci à Florent pour son étude, puisqu'elle est non seulement attentive à la situation de ces femmes prises en charge dans l'Hexapacarude, mais également respectueuse du travail accompli par les collègues qui travaillent dans ces centres-là. Alors moi, je suis psychiatre, je suis président de la Fédération Addiction, donc on s'occupe beaucoup d'Hexapacarude en France. Alors en l'occurrence,
la question comment dire, de l'universalité de l'accès entre clairement en contradiction avec le respect des vulnérabilités. Et c'est une question à laquelle on est particulièrement attentif, puisqu'en France, évidemment, on est très attentif à des principes généraux d'accueil universel, mais on se rend compte, comme vous l'avez très bien dit, que l'accueil universel chasse souvent les minoritaires, et notamment les minoritaires maltraités, stigmatisés. Et on se rend compte pour différentes catégories, mais notamment évidemment les femmes, ce qui fait que non seulement il y a une sous-représentation des femmes dans les services d'accueil ambulatoire XAPA Carude, mais a fortiori en accueil résidentiel, c'est-à-dire quand les personnes nécessitent, ce n'est pas votre sujet, mais nécessitent des accompagnements au plus long cours en résidentiel, vous imaginez bien que les problématiques que vous avez évoquées sont encore plus prégnantes. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que grâce à des travaux comme ceux que vous menez, ce que mènent vos collègues, et puis l'attention qu'on peut prêter à ce genre de spécificité, on est amené au plan national à réfléchir à comment dire, à des assouplissements, à des accommodements par rapport au principe d'universalité pour arriver à créer des accueils spécifiques, vous l'avez dit, en CARUD et en XAPA, mais y compris maintenant, au printemps prochain, on va ouvrir une communauté thérapeutique en Guyane réservée aux femmes à Ouala et à Ayapo, oui, réservée, parce qu'on se rend compte que si on ne fait pas des structures spécifiques, en fait, on exclut. Et c'est toute la difficulté. En l'occurrence, c'est fait avec une communauté indienne qui nous accueille, qui nous a donné le terrain gratuitement. Imaginons que l'aspect communautaire des Amérindiens pourrait nous inciter à aller plus loin dans l'aspect communautaire, prise en charge, etc. Et puis en même temps, ils voyaient bien à quel point leur communauté est confrontée au problème d'alcool, et notamment les femmes et les enfants. Donc, je voulais juste, ce n'était pas vraiment une question, hein, désolé Emmanuel, mais en l'occurrence, c'était plutôt pour dire que nous essayons d'être en phase avec vos recherches et vos avancées pour enfin adapter nos capacités d'accueil aux besoins réels des personnes dans leur diversité. Et c'est ça qui est compliqué quand on est dans un pays qui est régi par le principe d'universalité, où on est tous pareils, qu'on soit homme, femme, blanc, noir, pauvre, riche, etc. etc. Donc, c'est tout l'art, mais aidez-nous. Merci beaucoup et bonne chance pour l'ouverture de la structure du coup. Ah ben, va ouvrir, là c'est sûr. Bon courage En pour plus, l'ouverture alors. ouais, merci. Ben, on vous invitera, hein, mais il faut prendre le bateau parce que c'est par un fleuve. Il n'y a aucun moyen de transport à part un canoë. Il va y avoir 30 femmes. Et ça va être un lieu ouvert à des actions pour accueillir aussi les enfants et les femmes de la tribu avoisinante, si j'ose dire, y compris si elles ne sont pas toxicomes. Enfin bon, beaucoup, hélas, ont des problèmes d'alcool. Donc, de telle façon que ce soit une communauté ouverte sur l'environnement et non pas un idéal clos sur lui-même, une idéologie utopique fermée. Très bien. Merci beaucoup. On va prendre la question suivante parce que l'heure tourne effroyablement. C'est donc Laurent Gessade. Vous nous entendez? C'est bon? Non, on ne vous entend pas. On ne t'entend pas, Laurent. Laurent? Le micro. Oui, voilà, pardon, excusez-moi, vous m'entendez. Donc, merci beaucoup, Florent, pour cette intervention. Ça fait vraiment du bien de se rendre compte à quel point les paradigmes de la sociologie ou de l'ethnographie urbaine sont valides pour parler de l'espace public et en particulier de ces continuités entre le grand espace public et l'espace public de la prestation de soins, ou à bas seuil, ou alors le seuil entre l'espace public extérieur et intérieur serait bas. C'est très intéressant et pour le coup, moi, la question que je me pose, elle est aussi dans la continuité des commentaires précédents sur les limites de cette universalité d'accès. C'est que d'un côté, si on repère effectivement tout un ordre genré des appropriations territoriales ou des conflits dans ces espaces que sont les CARUD,
si tu signales effectivement des formes de régulation par les professionnels précisément de ces enjeux et de ces difficultés. Est-ce qu'à l'inverse, on observe, et je pose la question vraiment précisément parce que nous, c'est des questions qu'on se pose beaucoup dans les enquêtes en santé sexuelle avec les professionnels eux-mêmes, des biais du côté des professionnels et à l'inverse, pour le coup, des formes d'échange ou d'ajustement qui viendraient du coup des usagers. Et alors, je pense pour le coup, c'est une question subsidiaire puisque tu as évoqué cette catégorie de public très brièvement au début de ton intervention, au public transgenre qui sont pour le coup effectivement souvent là pour révéler dans un effet miroir comme ça les enjeux du coup de plus ou moins grande fluidité, contrainte des rapports de genre et de sexualité. Alors pour ce qui est du public, notamment de femmes transgenres, malheureusement j'ai eu assez peu de rencontres avec ces personnes-là. Je les ai simplement entreaperçues parce qu'elles se désignaient comme telles ou elles étaient désignées par des professionnels comme telles. Mais j'ai eu que des conversations informelles très rapides et il s'agissait que de 2 personnes. Donc j'ai pas vraiment vu comment dire, en quoi elles pouvaient se différencier du reste du public féminin ou qu'elles venaient pouvoir répondre ou en tout cas exprimer quelque chose qui puisse rendre mieux, enfin révéler la question des appropriations genrées de l'espace. Ce que je sais, c'est que, bon, bien entendu, mais ça surprendra personne, elles étaient victimes de transphobie de la part d'usagers hommes, mais aussi d'usagers femmes cisgenres. Maintenant, je ne pourrais pas en dire plus sur cette question. Et une des raisons, à mon avis, aussi qui joue là-dessus, c'est que alors ça, c'est des études qu'il faudrait conduire, mais j'ai l'impression, maintenant je me trompe peut-être, que les femmes transgenres ou les hommes transgenres constituent un public qui est dans l'évitement d'un certain nombre de modalités d'intervention sociale. Et je me questionne sur la façon dont les politiques publiques peuvent davantage prendre en compte les spécificités des besoins de ces personnes. Je sais par contre qu'il y a des programmes dits d'antennes mobiles qui vont bien davantage rencontrer ces personnes-là, notamment quand elles sont prostituées. Mais voilà, j'en sais pas forcément davantage. C'était pas vraiment l'objet c'était pas ça fait pas partie du terrain que j'ai pu vraiment explorer. Maintenant, il y a des biais. Hein, certaine médiatisation de l'intimité et de privatisation de cet espace public dont tu parles. Et pour le coup, ça résonne avec les professionnels. C'est juste à titre aussi d'emblème. Finalement, effectivement, ça ne m'étonne pas qu'elle soit très peu présente. Bon, après, je pense que c'est un cadrage un peu global de la façon dont sont pensées les politiques publiques. Parce que de toute façon, à partir du moment où il y a une femme trans qui se présente à un CARUD, elle est accueillie sans aucune difficulté. Mais j'ai l'impression que c'est plus en termes d'offres générales et au sens global, qui peut-être il y aurait des modalités d'ajustement, mais je voudrais pas trop m'avancer là-dessus. Après, est-ce qu'il existe des biais que j'ai pu voir chez des professionnels? Là, j'avoue que pour ce qui est en tout cas de l'accueil du public, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une espèce d'entre-deux, ce que j'ai surtout constaté dans la petite ville où j'ai enquêté. Il y a un entre-deux permanent, comment dire, une volonté d'être dans des formes d'ajustement où on va rechercher à favoriser l'accueil des femmes en donnant accès à des services qui sont dits et catégorisés comme féminins. Donc, par exemple, le fait de pouvoir se faire coiffer, le fait de pouvoir recevoir les ateliers esthétiques, en fait. Hein, les professionnels, je pense, ça leur parlera si je leur parle de ça, enfin, si je leur mentionne ça. Donc, il y a de ce côté quelque chose qui apparaît comme fournir un service féminin pour faire venir davantage de femmes. Alors, on pourra bien entendu dire que ça reproduit des rôles genrés, hein, je sais bien, mais de l'autre côté, on peut aussi penser ça, je fais juste une parenthèse là-dessus, mais on peut aussi penser ça comme une manière déjà pour les femmes, ne serait-ce que d'être présentes, mais et aussi de pouvoir un peu s'émanciper de la catégorisation en tant qu'usager de drogue, à laquelle elles sont davantage renvoyées en tant que femmes, puisque c'est une pratique plus stigmatisée chez les femmes précarisées. Et de l'autre côté, il y a ce pôle-là, et de l'autre côté, il y a aussi une volonté que j'ai retrouvée notamment dans une des petites villes dans lesquelles j'ai enquêté, c'est de dire en fait, non, les femmes, elles ont le droit de consommer comme tout le monde. Il n'est pas question de reproduire des normes de genre, mais surtout d'avoir une sorte de discours féministe qui consiste à dire que les femmes devraient être là à tout moment et en tout lieu. Il y avait même l'organisation d'ateliers qui visent à conscientiser les femmes sur le fait qu'elles ne devraient pas être stigmatisées en tant qu'usagères de drogue. Ça a pu aussi arriver. Mais il y a toujours en fait cette espèce d'entre-deux dans lesquels j'ai l'impression étaient pris les professionnels au
moment de l'enquête. Et je pense que c'est, à titre personnel, je pense que c'est hyper dur de trancher et de savoir quelle est la bonne solution. Mais à mon avis, il faut pouvoir, là, je m'écarte de ta question, mais je pense que les espaces en non-mixité permanente devraient être une des solutions qui fonctionnent à terme. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Laurent, hein. Non, tout à fait. Merci beaucoup, Florent. Je suis Oui. désolée, il va falloir arrêter ces échanges très intéressants. Du coup,